Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu Boccoté. Bonsoir. À vos côtés ce soir, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Et face à vous, Patrick Buisson. Bonsoir Monsieur Buisson, soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir. Mathieu, pourquoi avoir décidé d'inviter ce soir Patrick Buisson? Je dirais tout simplement, lorsque Patrick Buisson sort un nouveau livre, il faut d'abord le lire. Et si on a l'occasion en plus d'en parler avec lui, c'est un privilège. Et surtout, Patrick Buisson nous raconte dans cet ouvrage et dans celui qui précédait, l'histoire d'un basculement anthropologique, d'une révolution culturelle que nous ne parvenons pas toujours à nommer. Et c'est pour en parler avec lui que je le reçois ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, vous nous racontez dans Décadence, avec D-A-N-S-E à la fin évidemment, vous nous racontez l'histoire d'une libération qui n'en était pas une. L'histoire d'un basculement qui s'est présenté aux hommes et peut-être davantage aux femmes comme un grand moment d'épanouissement et qui aujourd'hui se retourne globalement contre nos sociétés et peut-être davantage sur les femmes. Est-ce que je décris correctement le cœur de votre thèse? Je crois, oui. C'est l'idée principale. Il y en a une autre dans cet ouvrage. C'est que nous sommes passés en 15 ans, entre 1960 et 1975, d'un modèle de société à un autre. Nous avons accepté, et c'est le basculement anthropologique dont vous parlez, que notre identité soit réduite finalement à ce que nous avons de plus impersonnel. La sexualité, rien n'est plus impersonnel que la sexualité, et la consommation. Ce sont les deux révolutions de ces 15 ans. La révolution consumériste d'une part, et d'autre part, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, la libération sexuelle, qui ne se limite pas effectivement aux images de mai 68 et à tout le folklore qui l'entoure. Donc, on a un changement à la fois économique, on fabrique de nouvelles marchandises, mais on fabrique aussi, il y a une sorte d'anthropofacture qui se met en marche. On fabrique aussi une nouvelle humanité, qui a des comportements, des mentalités différentes. Et tout ça ne vient pas par hasard. Il y a une entreprise d'ingénierie sociale qui va, on va dire, accoucher de cette humanité, modifier les comportements, les cultures, les habitus, tels que nous les connaissions depuis des siècles en France. L'histoire d'un basculement, et pourtant, vous nous dites en une quinzaine d'années. Alors, on peut croire qu'une société qui s'effondre en 15 ans, qui bascule en 15 ans, était une société déjà très fragile, dont les bases étaient beaucoup plus fragiles qu'on ne le croyait. Oui, alors on peut dire ça, mais il faut mettre en regard le formidable appareil de reformatage, de rééducation qu'ont constitué les nouveaux médias. Aucun pouvoir, aucun État, aucune institution n'a jamais disposé dans l'histoire d'une télévision, d'une radio, de médias de masse qui touchent des millions de personnes en même temps. C'est le début aussi de la culture au monde, par exemple avec le phénomène du rock, qui est l'incubateur d'une conscience de classe générationnelle, mais pas simplement en France, à travers toute l'Europe et pratiquement tout le monde. Donc il y a bien sûr une fragilité et des fragilités de la civilisation qui va être balayée en 15 ans ou en 30 ans, disons, mais il y a aussi un formidable appareil de reformatage, de rééducation, de changement des mentalités. Donc, si je vous comprends bien, c'est moins une société qui était très fragile en elle-même que la puissance de l'opération de rééducation, de reformatage qui distingue la période 60-75 dont vous nous parlez. Sans doute que les deux phénomènes se sont rencontrés. Je veux dire, il y a eu effectivement la conjonction d'une fragilisation due déjà à des changements de mentalité et de comportement qu'on voit poindre au lendemain de la guerre, mais avec encore des thématiques dominantes. On en parlera tout à l'heure à propos de la démographie et de la politique familiale. Et là, on est au cœur de l'actualité. C'est-à-dire le problème des retraites, tel qu'il se pose aujourd'hui, c'est le problème de la démographie. Celui des actifs et celui des cotisants. En 20 ans, la politique française a, je ne dis pas radicalement changé, mais évolué de façon sensible. Et c'est un des points que je souhaiterais aborder avec vous, d'une manière telle qu'on a vu les engagements politiques. Il y a un changement de temporalité politique. Dans les 20 ans qui suivent la guerre, on passe du temps long de la collectivité, de la nation, de la communauté, au temps court des individus. Et le bien commun, la culture de bien commun qui permettait un consensus politique va petit à petit disparaître. Je vous donne un exemple. En 1945, tout le monde est d'accord sur la politique nataliste. Du Parti communiste au RPF, en passant par la démocratie chrétienne. Ce que j'ai appelé l'alliance de la faucille et du goupillon.
Tout le monde est d'accord parce que notre régime de répartition est fondé sur la politique familiale et la politique nataliste. Il n'y a pas une divergence entre les politiques. À mesure que l'on avance dans les années 60, la temporalité du temps court commence à l'emporter. La politique familiale, c'est un investissement sur le long terme. Le retour sur investissement du capital humain, c'est 20 ans. Alors que les politiques sont soucieux de rentabilité immédiate, de productivité électorale. Ça ne paye pas. C'est le moment où on commence à piocher dans les caisses excédentaires de l'allocation familiale pour combler les excédents, les déficits, des caisses chômage, sécurité sociale, maladie et retraite. Et donc là, il y a un basculement parce que l'intérêt des politiques qui sont au pouvoir, ou la vision des politiques n'est plus la même. Elle a changé. Alors, je l'évoquais, c'est l'histoire de l'apparition de nouvel homme, en fait. L'homme européen, l'homme français tel qu'on le connaissait n'est plus le même. Un nouvel homme apparaît. Mais ce nouvel homme est surtout une nouvelle femme, à certains égards. Et vous nous racontez l'histoire, en fait, de l'émancipation, de la libération sexuelle. Et vous nous racontez surtout l'histoire d'une libération sexuelle qui se retourne contre les femmes. De quelle manière ce mouvement s'est-il retourné contre les femmes, selon vous? Alors, là, c'est un débat. D'abord, il faut comprendre que cette évolution des politiques que je décrivais correspond à un certain nombre de décisions. À partir de la fin des années 60, on assiste à un phénomène de privatisation de la procréation. L'idée que la démographie est un enjeu politique commence à disparaître et en surplomb apparaît finalement la philosophie de l'épanouissement individuel, c'est-à-dire l'individualisation de la société. Ça devient dominant à partir de ce moment-là. Et on assiste d'ailleurs à un phénomène très curieux, c'est qu'il y a à la fois médicalisation des naissances. Avant, l'accouchement se faisait à domicile. Désormais, il se fera à l'hôpital. Donc, l'État contrôle de plus en plus l'acte, mais en proportion qu'il se désintéresse de l'enjeu. Car l'enjeu, c'est la natalité, comme facteur de croissance économique ou comme option politique. Et surtout, effectivement, comme substrat de l'ensemble de notre système économique et du régime des retraites. Privatisation de la procréation, cela renvoie à un phénomène plus général qui est ce que j'ai appelé l'appropriation du droit par le moi. Jusqu'à présent, l'usage qu'on faisait du droit, c'était pour défendre la société contre les empiétements de l'individu. Et à partir de la fin des années 60-70, c'est tout le contraire. Le droit sert à défendre les individus contre la société. On accorde de nouveaux droits aux individus. C'est le début, en fait, de ce qu'on a appelé l'état de droit. Donc là, il y a un changement de mentalité radicale. Et c'est dans ce contexte-là que les grandes options politiques vont être prises avec des conséquences sociétales que vous évoquez. Qu'est-ce que c'est que ces options? Là, je vais peut-être blasphémer le nouveau sacré, donc je vous prie de m'en excuser par avance. Ce sont les lois Neuwirth sur la contraception et la loi de Simone Veil également sur la contraception. En fait, il y en a deux, celle de 67 et celle de 74. Puis la loi Veil. Les deux premières lois sur la contraception, elles se donnent pour objectif d'imposer la contraception comme un remède à l'avortement. Or, en fait, elles vont échouer, dans la mesure où elles n'en seront pas le remède, mais l'avant-propos. Elles ne feront pas reculer l'avortement. La loi Veil de 1974, qui libéralise l'IVG, elle a pour objectif de contenir les avortements. Et c'est dit dans son article 2, l'avortement est considéré comme un ultime recours pour les situations de détresse. Elle va aussi d'une certaine manière échouer, puisque l'avortement va devenir un avortement de convenance, si vous voulez. Donc, ces lois qui étaient conçues avec des objectifs politiques n'atteignent pas ces objectifs. On a en fait des lois qui ont échoué, il y a un fiasco politique, mais qui sont louangées à proportion finalement de leur échec, dans la mesure où ces objectifs n'ont pas été atteints. Alors la question que vous posez, c'est quel en a été le bénéfice pour les femmes? On a pu penser qu'elles étaient gagnantes, elles avaient une nouvelle liberté avec les techniques modernes de la contraception, que sont la pilule ou le stérilet. Alors, nouvelle liberté, oui, elles en usaient auparavant. On n'a pas attendu les années 70 pour découvrir la contraception en France. Au XIXe siècle, nous étions un pays dont le taux de démographie était le plus bas, le taux de fécondité, et de natalité était le plus bas d'Europe.
Donc, cette liberté est nouvelle dans la mesure où la contraception passe des armes conventionnelles, le coït interrompu, l'étreinte réservée, au missile balistique, c'est-à-dire la pilule ou le stérilet. Donc, liberté nouvelle, oui, mais à quel prix? Libération, mais à quel prix? C'est la question qu'il faut se poser. Au fond, quand on regarde les résultats, c'est le programme de la phallocratie. Oui, vous nous dites que finalement, c'est une très grande, ce qu'on présente comme une très grande victoire pour les femmes, est en fait une victoire pour l'homme qui dispose désormais d'un... Ben voilà, d'abord c'est une assemblée d'hommes qui vote ces lois. C'est la perspective de l'adultère sans risque. On éloigne la perspective d'une paternité menaçante et d'une fidélité encombrante avec la pilule. C'est formidable. Quel était le problème de la phallocratie? Pas d'enfants, pas de mariage. L'accouplement sans la mise en couple. La consommation d'un maximum de corps féminin sans avoir en assuré l'entretien sentimental et l'entretien financier. On assiste à quoi? À une espèce d'exploitation sexuelle massive des femmes, dans la mesure où la pilule donne un libre accès au corps féminin sans contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois augmentation de l'offre sur le marché sexuel et diminution du coût social de la relation. Avant, l'accès au corps féminin était en fait assuré par le mariage. Or là, on va voir que le mariage va s'effondrer, puisque la relation sexuelle, la dissociation de la fonction érotique et de la fonction reproductive permet aux femmes de se comporter finalement comme des hommes. Donc la conséquence pratique, c'est qu'effectivement, les intérêts masculins paraissent dans ce troc, en quelque sorte, mieux assurés et mieux défendus qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est Paul Morand qui, dans son journal des années 70, dit... Alors, il parle de cette réification du corps féminin. Hier, les femmes, c'était de la chair. Aujourd'hui, c'est de la viande. Alors, il y a un peu de vrai dans cela, parce que les féministes, et notamment sous l'impulsion des Américaines, vont se rendre compte très vite des limites de la libération en cours. Arthur de Vatrigan. Alors justement, sur la loi Veil, vous rappelez à ceux qui n'étaient pas nés et à ceux qui l'ont oublié, volontairement ou volontairement, la teneur des débats, notamment de personnalités comme Alfred Sauvy ou comme Michel Debré. Et là, vous parliez des conséquences sur la femme, mais vous rappelez les conséquences aussi à long terme, sur le temps long, pour la France. Est-ce que vous pourriez justement nous rappeler aux téléspectateurs ce dont il était question à ce moment-là? Alors, ce qui m'a frappé dans le débat sur la loi Veil, régularisant l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, c'est le type d'argument qui lui était opposé. Alors, on l'a oublié, mais il faut regarder les débats. Nous sommes au bout d'un an de giscardisme. Les gaullistes ont mal admis l'élection de Giscard, qui s'est faite aux dépens de leur candidat, Jacques Chaban-Delmas, et ils sont très critiques à l'égard du gouvernement Giscard. Simone Veil présente sa loi, sachant qu'elle va se heurter à une opposition très forte, et pour tenter de désarmer l'opposition interne à la majorité, elle dit « cette loi s'accompagnera, il y aura des mesures d'accompagnement d'une grande politique familiale », qu'elle annonce à ce moment-là, et qui ne sera jamais amorcée, jamais mis en œuvre. Les gaullistes, je pense évidemment à Michel Debré, lui opposent un certain nombre d'arguments, et ce qui est frappant, c'est que le concept de grand remplacement n'est pas encore inventé, mais il est dans tous les esprits. La peur de la dénatalité, la peur d'une submersion étrangère par l'immigration, vraiment est le fil rouge de toutes ces interventions. Michel Debré dit « Attention, cette loi est une erreur historique, car nous allons accepter de diminuer, de vieillir au moment où des peuples jeunes croissent à nos portes, notamment en Méditerranée. » Il pense évidemment aux peuples maghrébins d'Afrique du Nord. Cet avertissement est lancé en plein débat. Alfred Sauvy, qui à l'époque est ancien patron de l'INED et qui a la chaire de démographie au Collège de France, explique un peuple qui sous-traite la fabrication d'enfants à des populations immigrées est un peuple qui a renoncé à exister, qui va sortir de l'histoire et il n'emploie pas le mot remplacer, mais ça a exactement le même sens. Donc, cette crainte de l'effondrement démographique, elle est consubstantielle à tous les nationalismes. Mais là, elle est particulièrement exacerbée dans ce débat. Et le problème, c'est qu'effectivement,